ceux qui ont bien voulu être là ce jour pour participer à cette formation. Et vous avez été formés. Après une formation, on doit vous évaluer normalement. Donc, à travers 3 situations cliniques, nous allons simuler un peu une forme d'évaluation. Donc, ça va être un peu interactif. C'est bon, c'est des situations cliniques que nous avons vues à Abidjan. Et puis, à travers ces situations, il y a certains qui pourront nous donner leur point de vue. On va parler de la première situation clinique. Nous avons reçu effectivement à Abidjan. Alors, il s'agit d'un patient jeune de 42 ans. Il est ingénieur de profession, il est droitier, il a une assurance à 100%. Vous savez qu'il se soigne dans toutes les structures privées sans déposer un rond. Il vient consulter un médecin pour une sensation d'engourdissement de l'hémicorps droit qui s'est installé brutalement un samedi à 11h. Il court, il se rend automatiquement aux urgences de la structure la plus proche. Et il arrive à 12h. On rappelle que ce patient n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire. Vous avez longtemps entendu parler de facteur de risque cardiovasculaire. Après interrogatoire, on se rend compte qu'il n'a aucun facteur. Et évidemment, il n'a aucun traitement antérieur. À l'examen clinique, on constate qu'il a une hypertension artérielle à 220/120 mm de mercure. Et on découvre qu'il a une discrète paralysie du côté droit. Ça veut dire qu'il peut soulever le bras, il peut soulever sa jambe, même si le bras et la jambe demeurent encore faibles, il peut la soulever. Parce qu'il a marché lui-même pour venir à l'hôpital. Selon vous, avec tout ce que vous avez entendu ce matin, à quoi pensez-vous? Qui peut se jeter à l'eau pour nous donner une hypothèse? Vous pensez à quoi? Un AVC. On revient à la notion essentielle qui est l'heure de survenue, qui s'est survenue brutalement, surtout la notion de brutalité, c'est bon. C'est un élément capital. Et puis la notion de signe de focalisation, comme l'a dit le prédécesseur, il y a une sensation d'engouffement du côté droit. Donc ça va vous faire penser automatiquement à un AVC. Donc vous avez bien fait de parler d'AVC. Effectivement, ce patient présente un AVC. Alors, que devait faire le médecin en urgence, selon vous? Il a pensé à un AVC, oui? Un scanner du cerveau. Bravo, vous avez bien compris ça. Tu dois bénéficier d'une imagerie cérébrale, un scanner du cerveau ou bien une IRM. Alors, normalement, c'est bien. On a fait le cas tout à l'heure pour parler du traitement en situation d'urgence des AVC. Le professeur vous l'a dit, en réalité, on ne fait pas le traitement. On doit le faire normalement. À Abidjan, on essaie de le faire dans une structure privée et on n'a pas grand nombre. À coup du coup, évidemment, tous les docteurs ne savent pas que le traitement se fait. Donc, parce qu'on ne fait pas. On ne fait pas bien, on va dire comme ça. Donc, le médecin devait normalement, s'il savait que ça se faisait, puisqu'on a Abidjan, il devait alerter l'équipe qui fait le traitement en urgence. Parce que le traitement se fait dans les 4h30 du temps. Quand le patient a présenté son déficit, quand il vous arrive à l'hôpital, vous avez 4h30 du temps pour administrer ce traitement par perfusion en 1h du temps. Vous voyez? Pour aider la récupération rapide du patient après. Donc le docteur qui était là ce jour ne savait pas ce qu'on appelait la thrombolyse. Et l'écoute du patient en question va l'aider. Vous dites, docteur, je voulais apprendre qu'il y a un nouveau traitement. Le docteur n'aime pas être guidé par les accompagnants. Le docteur est resté bloqué sur sa connaissance de je ne sais pas, il n'y a pas de traitement d'AVC en urgence. C'est bon? Donc le médecin de garde ne connaît pas la notion de thrombolyse. Donc que faire en urgence? On l'a dit tout à l'heure, on devait réaliser
soit un scanner du cerveau ou bien une IRM. Il s'est dit où nous étions dans une période de long week-end. On a un exemple de long week-end qui s'approche, le lundi est férié, le patient arrive le samedi. Donc le samedi, dimanche, lundi férié. On a un long week-end. Alors, le docteur, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de joindre quelques centres. Malheureusement, fermés, parce que c'est un week-end. Et il joint 2-3 centres, il est fatigué, il estime qu'il n'y a pas d'urgence, il faut attendre à la reprise. Il met le patient en observation et il lui met une perfusion avec du sérum glucosé. 1 litre en environ 2 heures de temps. Et vu qu'il constate qu'il y a une hypertension artérielle à 220 sur 120 mm de mercure, il est beaucoup inquiet et décide de mettre un médicament sous la langue du patient. Est-ce que nous, les docteurs, nous faisons généralement dans les centres périphériques, n'est-ce pas? C'est ça? Voilà. Le docteur met du captopril sous la langue et quelques instants après, le patient passe de 220 à 12. Il est très satisfait. Il a fait du bon travail. C'est bon? Et du coup, le patient en observation, il ne bénéficie pas de la visite régulière du docteur. Le docteur passe de voir 5 heures de temps après l'admission, il découvre autre chose. Il découvre que le patient qui a marché pour venir à l'hôpital ne pouvait plus lever le bras droit ni la jambe droite. Il était paralysé complètement. Et il était un peu dans pré-coma, un peu obnubilé. C'est bon? Donc il s'est réveillé dans les 5 heures de temps après son traitement. Si vous étiez à sa place, que ferez-vous? Est-ce que vous allez faire pareil comme le docteur? Non. Pourquoi? C'est ça. Très bien, vous avez bien compris la leçon du jour. Alors, effectivement, la savie le dit parce qu'on ne sait pas si c'est un AVC ischémique ou un AVC hémorragique. Comme le docteur a dit, la seule chose que vous devez retenir, c'est de faire d'abord un scanner avant de décider. C'est bon? Donc ce patient, on le garde finalement. Le mardi, on ouvre tout, on va faire son scanner. Vous voyez ce qu'il a? Il a un gros AVC. Je vous montre là. Vous voyez le gros noir que vous voyez là? C'est l'AVC qu'on voit. Le docteur s'appelle hypodensité au scanner. Le scanner, c'est ça. Le scanner permet de voir le crâne. Le crâne, c'est le blanc que vous voyez là. Le gros noir à l'intérieur, moins foncé, c'est le cerveau. Il y a un noir plus foncé, c'est l'eau qu'on a dans le cerveau. Effectivement, on a de l'eau dans le cerveau. Comme vous dites que vous avez de l'eau, c'est pas de la jus. Et à côté, il y a un gros noir, c'est l'AVC. C'est bon? Et quand on fait l'IRM, ce qui apparaît en noir au scanner apparaît en blanc, globalement sur certaines séquences. Donc vous voyez que ce patient, il a fait un gros AVC. Sur le matin qu'il venait, si on lui faisait son scanner ou bien son IRM, on trouverait un tout petit AVC. Alors, on continue de faire l'examen de ce patient. Normalement, quand on fait le scanner du cou, le scanner du cerveau, le docteur vous a dit, le cerveau, on va dire, c'est nourri à travers l'oxygène. L'oxygène est véhiculé dans les vaisseaux. Quand on fait le scanner du cerveau, il faut le scanner des vaisseaux. Donc on a fait le scanner des vaisseaux de ce patient, on découvre ceci. Vous voyez là, est-ce que vous remarquez? Il y a un rétrécissement bilatère. Or, quand le sang doit partir du bas, le cœur est vers le bas, le cœur pompe le sang part là pour se retrouver dans le cerveau. Donc vous voyez qu'il y a un obstacle à l'écoulement normal du sang. On va continuer. Ça, c'est sur mon patient en question. Une notion que vous devez savoir, le docteur. Normalement, dans le cerveau, il y a une quantité de sang qui arrive par minute. On appelle ça le débit de perfusion cérébrale. Le cerveau, normalement, doit recevoir 50 ml de sang pour 100 grammes de tissu en 1 minute.
Et ce débit, normalement, dépend de certains paramètres, à savoir la pression de perfusion et la résistance des vaisseaux. Est-ce que vous comprenez? Et le cerveau également est doté d'une capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a une variation de la tension bien des vaisseaux. Le cerveau essaie les vaisseaux essaient de se mettre en place pour que le débit soit toujours constant. C'est bon? Donc ce patient normalement qui avait ça, il devait normalement avoir une tension artérielle sûrement élevée. Comme on l'a dit tout à l'heure, le professeur a dit quand vous percez un tuyau, le sang vous éjectez encore plus. Donc la pression est montée pour faire face à l'obstacle. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la pression était élevée. C'est bon? Il fallait laisser cette pression tranquille. Voilà. Donc, comme le docteur a joué sur la pression artérielle, il a perturbé, n'est-ce pas, cette formule-là. Et du coup, on est arrivé là. Ça veut dire que normalement, le patient, quand il est arrivé nouvellement, quand on fait son scanner, si on devait faire son scanner, il devait être normalement, on voit, il y a 3 petites couleurs là, sur cette image. Il y a le rouge, jaune, bleu. Quand on fait un AVC nouvellement, le rouge correspond à la mort du cerveau. C'est bon? C'est cette petite partie qui était décédée, en fait, qui était morte quand le patient arrivait. Mais, en réalité, la lésion peut s'étendre. Donc il y a d'autres parties, n'est-ce pas, qui sont en souffrance, mais qui peuvent, n'est-ce pas, récupérer demain, si on fait attention à la pression artérielle. Vu que le docteur n'a pas respecté la tension, vous voyez le rouge a grossi. Ça veut dire qu'il y a plusieurs parties du cerveau, n'est-ce pas, qui ont été impactées, n'est-ce pas, par l'erreur du docteur. Finalement, vous voyez, ce qui nous donne le gros AVC quand on a vu tout à l'heure le scanner. C'est bon? On va revenir à notre patient. Notre patient s'est aggravé finalement. Il a été admis en réanimation. Même si la assurance à 100%, tout le monde connaît le coût de la réanimation. Le patient est intubé, ventilé pendant 10 jours en réanimation. Il va sortir après, mais il va garder la paralysie de tout un côté. Le jeune garde de 42 ans. Il va retourner en SSR. SSR, c'est le centre de réadaptation avant le retour à la maison. Il fera 4 mois en SSR. C'est bon? Il va retourner ensuite à la maison et continuer à faire la rééducation. Donc il va rester 1 an sans travailler. Est-ce que vous comprenez? Par le simple petit geste du docteur. Et il repart au travail, maintenant il bénéficie d'un changement de poste de travail. C'est bon? Alors, qu'est-ce que vous devez éviter à la suite de cette présentation-là? On a dit quoi? Ne pas insister. Ça a été le docteur, il a juste contacté 2 centres et il a abandonné. Hein? Il y a toujours un centre à Abidjan qui peut faire un scanner le week-end. Il faut toujours insister pour obtenir le scanner, c'est ça le but. Deuxièmement, ne pas baisser brutalement la tension artérielle, surtout par le cartographe qu'on a l'habitude d'utiliser dans les centres périphériques. Laissez votre carte bleue tranquille. Troisièmement, le docteur vous a dit tout à l'heure, évitez de mettre du G5 à la face aiguë de l'AVC parce qu'on peut avoir parfois une hyperglycémie réactionnelle. Donc quand vous lui mettez du sucre encore, vous augmentez le taux de sucre dans le sang. Et puis, évitez de ne pas faire de surveillance rigoureuse à la phase aiguë. Donc si vous n'êtes pas à Abidjan, vous êtes ici, si vous avez un AVC, le premier jour, il doit être surveillé comme du lait sur du feu. Chaque 30 minutes, on passe le voir, on mandat de l'infirmier, un laisse pour vérifier la pression artérielle, la tension, la température, le pouls. Après chaque période de temps, on fait pareil, jusqu'à ce qu'on passe la première journée. C'est une période cruciale pour le patient. C'est bon? Donc la morale de ce cas, c'est le docteur qui n'a pas insisté à la réalisation du scanner et qui n'a pas respecté les chiffres tensionnels. Il n'a pas conditionné le patient, c'est-à-dire il n'a pas bien installé le patient comme le docteur a dit. Il n'a pas laissé le patient à jeun, on va le dire tout à l'heure. Il n'a pas fait de surveillance rapprochée. Et il n'a pas pu contacter, malgré qu'il est à Abidjan, il n'a pas pu contacter un neurologue à Abidjan. C'est bon? Alors, tout à l'heure, il y a un qui a parlé de la différence entre l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Si on appelle le scanner, si la tension est élevée, qu'est-ce qu'il faut faire? Le docteur l'a dit. Pour cela, tout à l'heure,
À défaut de faire le scanner, si le patient a une tension au plus de 20, vous pouvez faire baisser un peu de 15 à 20%. C'est de 20 mm de la système pour descendre à 18. Pour ça, c'est là un argument suffisant pour le patient. C'est bon? Donc, à défaut de scanner, si vous n'avez pas de scanner, que la tension est élevée, baissez juste un peu les chiffres tensionnels, le temps d'obtenir le scanner. C'est bon? Je fais une petite lucane également sur la thrombolyse pour que le docteur sache. La thrombolyse, on l'a dit tout à l'heure, c'est une nouveauté en matière de la prise en charge de l'AVC qui est en Europe et en Occident depuis une vingtaine d'années. Ça consiste à prendre en charge tout le patient et pour éviter le pronostic sévère du patient. Donc, c'est des traitements qu'on injecte par la voie IV ou bien par la voie chirurgicale. On va passer là-dessus. Ce qui fait désormais que l'AVC doit être considéré comme une urgence. Quand vous voyez quelqu'un qui a fait l'AVC, normalement, vous ne pouvez plus dormir, vous courir, l'aider. À cause de cette technique. Malheureusement, on ne pratique pas bien en Côte d'Ivoire pour l'instant. Je pense qu'avec le temps, on pourra bien pratiquer cette technique. Donc cette technique va utiliser un produit que vous voyez là, qui s'appelle l'Actilise. C'est un produit qu'on injecte rapidement dans la voie, par la voie IV, et ça permet d'aller détruire le caillou. Cela se fait dans les 4 heures quand tu es sur le début des symptômes. Et la complication qu'on a avec ce traitement, c'est le saignement. Mais c'est les effets secondaires qui sont minimes en fait. Alors, à Abidjan, on a traité certains, le professeur a dit, une vingtaine de patients ont bénéficié de ce traitement. Alors, c'est du patient pratique, quand vous avez votre tuyau qui est bouché, quand on injecte le produit vient, n'est-ce pas, dégrader le caillou. L'autre technique, c'est d'aller chercher le caillou avec un appareil pour le retirer. En dehors de la thrombolyse, ici au plan de thrombolyse, vous avez votre patient qui a fait l'AVC, vous devez le prendre en charge. Voici les mesures que vous devez mettre en évidence la première journée. Sans ce traitement de thrombolyse là, ça seulement permet d'aider les patients. On appelle la surveillance neurologique. Le médecin doit donner un protocole de surveillance aux docteurs, aux infirmières, ou aux infirmiers et aux soignants. Le docteur Yazebo a parlé de ça tout à l'heure. Il faut avoir un saturomètre pour savoir si il désature, s'il perd de l'oxygène. Vous devez lui donner de l'oxygène. Et puis éviter le sérum glucosé. Il faut préférer le sérum salé, vous avez bien compris. Alors, j'aime dire ça tous les jours aux patients quand je les reçois. Le premier jour de l'AVC, on n'est pas obligé de donner à manger aux patients. Si le patient reste à jeun le premier jour, il ne va pas mourir. Parce que c'est dans cette période-là que nous avons parfois beaucoup de désastres après. Et quand le patient vient aux urgences, qu'est-ce que le médecin fait? Le médecin donne le protocole, il est assis dans son bureau. L'infirmier aussi est occupé par l'autre patient. Qui reste avec le patient? Les parents. Qu'est-ce que les parents vont faire? Ils vont donner à manger au patient. Ils vont envoyer du cabato, du riz, du tiep, le premier jour. Or, pourtant, le risque qu'on a, c'est les troubles de la déglutition. Quand on fait l'AVC au début, on peut avoir une difficulté à avaler. Donc, si on ne déglutit pas bien, l'aliment va partir où? Dans le poumon. Et 2-3 jours après, il va commencer à tousser, il va commencer à faire la fièvre. On va faire une radio, on va trouver que le poumon est touché. Bonjour aux antibiotiques pendant une longue période. Et si le patient n'est pas solide, il peut en décéder. C'est comme nous insistons sur cette partie. Quand vous recevez le patient le long jour, il faut surveiller ça. Il peut rester à jeun la première journée. C'est bon? Après la deuxième journée, il faut faire le test de déglutition avant de lui donner à manger. Donc, il faut laisser le patient à blanc pendant les 4 heures. Alors, nous sommes à la fin de la première situation clinique avec ce schéma que vous devez retenir. Tous symptômes neurologiques qui s'installent brutalement, ça veut dire la paralysie du côté, l'insensibilité d'un côté, la difficulté à parler, ou un mal de tête inhabituel que je n'avais pas encore, ou un vertige qui s'installe brutalement, je dois penser à un AVC. Je dois faire quoi? Mon scanner. C'est bon? Sans le scanner,
il doit faire attention aux chiffres tensionnels. Dans le doute, il peut faire baisser la pression artérielle de 15 à 20%. C'est bon? Donc voici un peu notre cas clinique, avec malheureusement la faute de notre confrère, qu'il faut éviter. C'est bon? Sur ce, je vous remercie pour votre... Un monsieur de 66 ans qui est instituteur à la retraite droitier, qui vient consulter à l'hôpital parce qu'il a eu du mal à parler. Et ceci s'est installé brutalement et a duré que 30 minutes. Il vient expliquer au docteur du garde, le docteur l'interroge, il découvre qu'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire. Et il est sous traitement. Et il prend sa tension artérielle, il voit qu'il a 10 de tension, avec un examen neurologique qui est strictement normal. Le médecin du garde décide de le libérer, parce qu'il estime que ce n'est pas grave, et que le patient serait fatigué, et qu'il est débordé. Est-ce que vous allez faire pareil? Non. Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Merci. Donc, l'hypothèse, c'est quoi? Selon vous? Un AVC. Merci. Alors, quel type d'AVC? Transitoire, parce que les symptômes ont disparu. Effectivement, c'est ce que le patient avait normalement. Mais le docteur l'a laissé partir à la maison. Donc, normalement, on devait faire le scanner qui n'a pas été fait. Et 4 jours après, le même patient vous revient parce qu'il constate que le côté droit ne marche plus. Et il a du mal à prononcer les mots. Et tous ces signes se sont installés la veille. Donc on passe effectivement à quoi? Il y a un AVC nouveau, constitué, merci, docteur. Effectivement, on fait le scanner, vous voyez là, on voit la tâche là, le coup densité, que vous avez vu tout à l'heure sur la première présentation, et puis il a fait un AVC ischémique. Donc, le patient, le bilan a été réalisé en urgence. Là, standard, il n'y avait pas grand-chose. Il a été mis sous son traitement et il a commencé la rééducation. Alors, quelle est la morale de ce cas? C'est que devant tous ces symptômes neurologiques qui s'installent brutalement, avec une imagerie cérébrale normale, vous devez penser à un AID. Et ne pas libérer sitôt le patient, parce qu'un AID annonce toujours l'arrivée d'un vrai AVC constitué. C'est bon? Et quand on a décidé de libérer le patient, un docteur qui a parlé de ce score, le score ABCD, on peut la place sur Google. Quand vous voyez un patient comme ça, il faut appliquer le score. Si le score est supérieur à 4, vous devez garder le patient à l'hôpital pour le traiter et faire son bilan avant de le sortir. Il ne faut pas qu'il fasse un AVC après. Si le score inférieur à 4, vous pouvez le laisser partir à la maison. Donc, on va passer. Notre patient avait un score à 4, il devait être hospitalisé devant le docteur. Malheureusement, il n'a pas été reçu par le docteur parce que le docteur était débordé. Il faut rassurer le patient, commencer son traitement avec l'aspirine cardio, si vous avez. Et les recommandations disent que quand on a un AIT ou bien un AVC de petite taille, on peut donner 2 anti-agrégants ensemble pendant 21 jours. C'est-à-dire aspirine cardio avec du clopidogrel si vous avez. Parce que les différents types d'anti-agrégants que nous avons, vous pouvez avoir l'aspégique ici, il y a des anti-agrégants que nous avons, il y a le Dugrel, la Vix, et ainsi de suite. Il est conseillé d'utiliser les 2 molécules pendant 21 jours, voire 1 mois, et pour passer ensuite à la monothérapie. Pour finir, sur ce cas, la leçon c'est ceci. Devant tous ces symptômes neurologiques qui s'installent brutalement et qui disparaissent rapidement, avec une imagerie normale, il faut penser à un AID. Il faut pouvoir appliquer le score ABCD. S'il est supérieur à 4, vous l'hospitalisez, faites un ECG rapidement, faites le bilan. Si vous trouvez une cause, vous mettez le traitement en place. Par contre, si le score est inférieur à 4, le patient peut faire un ECG d'emblée. Vous trouvez une cause cardiaque avant de le libérer, pour qu'il fasse le bilan en externe. Et vous lui donnez son anti-agrégant plaquettaire. Et puis il faut optimiser la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire. Je vous remercie. On va terminer rapidement par la troisième situation.
La très autre situation, c'est une dame de 55 ans. Elle est coiffeuse. Elle vient vous consulter parce qu'elle a des céphalées avec un déficit de l'hélicorps qui s'est installé brutalement à 10h du matin. Elle vient vous voir à 12h. Et après l'interrogatoire, vous découvrez qu'elle a un facteur de risque cardiovasculaire qui est l'hypertension artérielle, qui est bien suivi. Et comme traitement, elle a du captopril qu'elle prend, un comprimé par jour le matin. Et à l'examen, vous découvrez que la tension est effectivement à 200 sur 11 cm de mercure. Et puis vous constatez que le côté droit, votre côté gauche est paralysé. À quoi pensez-vous? AVC. Bien. Vous devez faire quoi? Un scanner. Bien. Le scanner est égalisé. Qu'est-ce que vous voyez? C'est ça. L'autre fois, on avait du noir. Cette fois-ci, c'est du blanc. C'est du sang. C'est un AVC hémorragique. Ce que vous devez appliquer, c'est cette mesure que le docteur vous a enseignée, que je vous montre également. Le fait d'appliquer cette mesure permet d'aider considérablement nos patients. Donc on a fait l'AVC, on a vu l'AVC au scanner. Maintenant la question qui va se poser, comment gérer les chiffres tensionnels? C'est ça. C'est la question. Alors, est-ce que vous devez retenir? J'ai emprunté cette diapositive du professeur Kwame Assoua. Donc vous voyez qu'est-ce que les données disent. Quand on fait un AVC hémorragique, dans les 6 premières heures, vous devez lutter pour que la tension soit en bas de 14,9. Donc vous faites baisser brutalement les chiffres tensionnels dans le cas de l'AVC hémorragique. Vous voyez la différence entre l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Donc sans le scanner, je ne pourrais pas faire la distinction des deux. Vous avez bien compris? Merci. Alors, donc, à retenir, vous pouvez baisser la pression. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand on vient de faire un AVC hémorragique, on va continuer à saigner et les heures qui vont suivre. J'ai apporté cette image du professeur Kwame Assoua. Vous voyez, on avait du sang là, et quelques heures après, vous voyez, que le cerveau est inondé de sang. Ça peut vous faire baisser brutalement les chiffres tensionnels dans les 6 heures de temps pour qu'on soit en deçà de 14,9. Parce que l'augmentation du sang va entraîner le décès du patient. Donc le patient également a bénéficié d'une surveillance rigoureuse avec du loxène à niveau direct. Et on a lutté également contre l'hypertension, contre l'hyperglycémie, et on a stabilisé le patient avec une bithérapie à la sortie. Voilà, donc à la fin, qu'est-ce qu'on doit retenir? Tout symptôme neurologique focal de survenue brutale va faire passer toujours à un AVC. Et quand on fait le scanner, quand on tombe sur un AVC hémorragique, qu'est-ce qu'il faut avoir à l'esprit? Baisser la pression artérielle pour qu'on soit en deçà de 14,9 la première journée. Avec ça, le malade vous dit félicitations sur ce niveau de merci. Si vous avez du loxène injectable, vous pouvez peut-être injecter quelques CC à nivelote, par exemple. Vous pouvez demander j'ai l'habitude d'injecter peut-être un CC en nivelante et vous suivez la pression artérielle de façon à approcher peut-être de 30 minutes, toutes les 1 heure de temps si vous voulez bien après, pour que la tension descende progressivement. En pratique, quand tu dis quelques CC, c'est pas bien clair. L'ampoule de loxène, c'est 10 mg. Ce qu'on peut vous conseiller, faites 1 mg. Donc 1 CC, et puis vous voyez, après 10-15 minutes, on peut reprendre la tension, on voit si elle a baissé ou pas. Après, vous surveillez. Ceux qui ont la possibilité, habituellement, le faire la seringue électrique, où on règle la vitesse, et puis quand on prend la tension, si ça baisse trop, on ralentit, si ça baisse, si ça monte, on accélère. Voilà. Mais comme on n'a pas souvent ce dispositif, ce que vous faites en pratique dans les services, c'est que vous mettez en perfusion. Qu'est-ce que vous utilisez comme protocole? On peut prendre une sérum 250 ml, on peut mettre 2 ampoules et on réduit. Vous faites passer lentement et puis vous surveillez la tension. Si la tension baisse, parce que vous fixez un objectif, vous voulez aller à 18. Donc vous avez mis, vous faites une surveillance toutes les 15 à 30 minutes. Si vous étiez à 20, vous voulez aller à 18, 30 minutes après, quand vous reprenez, vous êtes à 19. Donc ça n'a pas suffi. Vous allez accélérer un peu les gouttes
30 minutes après, vous revérifiez. Si vous êtes arrivé à 18, vous maintenez cette vitesse-là. Vous voyez? Si vous n'êtes pas arrivé, vous accélérez. Si c'est trop descendu, vous réduisez. Hein? Voilà, il y a des protocoles, bon, parfois on les écrit, prend tant de temps, tous les temps. Donc ça peut se faire. Ce qu'on évite, ce qu'on utilise quasiment plus, c'est le sublingual, le captopril, parce que ça a tendance à faire des chutes brutales. Donc c'est un peu ça. Merci. La première, il n'y a pas grand-chose à faire. Déjà, c'est assurer sa sécurité, donc éventuellement, comme on dit, le mettre en position latérale de sécurité. Surtout, ce n'est pas le moment de faire baisser la tension. Ça, on l'a dit, même si vous prenez la tension tout de suite, c'est le réflexe des gens, on prend sa tension, et puis si elle est levée, on cherche à baisser. Non, on ne cherche pas à baisser, on ne donne rien. On va à l'hôpital. Idéalement, on va à un hôpital où il y a un scanner. S'il y en a. Bon, s'il n'y en a pas, on vient quand même aux urgences, comme on a dit, il y a des petites choses simples. On peut baisser la tension de 20 à 18. On peut faire tout ce qui est mesures symptomatiques, la gestion de l'hydratation, la déglutition, la position du malade, baisser la température s'il y a de la fièvre, éviter qu'il y ait des escales, etc. Donc il y a des soins quand même à faire, mais la seule chose c'est d'aller à l'hôpital. Dans des conditions de sécurité, mais il n'y a pas de traitement à faire à la maison avant de partir. Pour ajouter ici sur le procès qu'on a vu tout à l'heure, il y a une pratique souvent qui est faite par la population, c'est les saignées. Il y en a qui prennent des lames, déchirent les patients, espérant faire sortir du sang et puis soulager le patient. Donc ça n'a pas d'intérêt scientifique. Donc ce n'est pas nécessaire de torturer vos patients en les déchirant avec des lames. Le truc qu'on voit sur Internet, avec des aiguilles, il pique le bout des doigts. Puis on pique le bout de tous les doigts, là ça saigne un peu. Et puis ça va vous guérir, c'est pas vrai. Je vais rajouter des choses aussi qu'on apprend ici, c'est au-dessus de la présentation, c'est que tout déficit corporel n'est pas forcément un AVC. Il faut avoir cela à l'esprit. Un patient qui fait une hypoglycémie peut avoir un côté qui se paralyse. Un patient qui est connu migraineux peut avoir un côté qui va se paralyser, donc c'est rare, mais ça peut arriver. Donc il faut savoir que tout déficit n'est pas AVC. C'est pourquoi justement il faut envoyer ces patients-là rapidement à l'hôpital, comprendre rapidement leur glycémie. On fait ce que c'est pas une hypoglycémie, mais c'est un AVC. Faire attention. On n'arrive pas à faire une différence différentielle de l'AVC depuis la présentation. C'est pourquoi j'ai fait cette remarque. Merci. Les AVC qui guérissent, c'est pas parce que nous, à part ceux qui, dans les premières heures, on a pu déboucher les vaisseaux, etc., il y a quand même 15%, 15 à 20% des AVC qui guérissent sans aucun traitement. Donc ce n'est pas la scarification ou même le médicament que nous donnons forcément qui les guérit. En médecine, on ne peut pas dire j'ai vu un cas, donc c'est vrai. Vous voyez, la preuve scientifique, c'est parce qu'on a fait un grand nombre de cas, on a testé cette chose et on a comparé à ceux qui n'ont pas reçu. Mais dit j'ai vu un patient qui est guéri, peut-être que c'est parce qu'il a vu un jus de fruits. Peut-être que c'est parce qu'il a fait ci, mais on ne sait pas. Donc je pense que vous ne pouvez pas vous baser dessus pour dire que ça marche. C'est ça le problème. Sinon, je peux vous dire, moi j'ai vu des gens, je n'ai rien fait, ils sont guéris. Donc ça marche aussi de ne rien faire, je ne fais plus rien. Non, il faut avoir des preuves. Et malheureusement, vous en avez vu une qui est guérie, lui il en a vu 50 qui ne sont pas guéris. Donc finalement, qui a... Comment dire que ça marche? Voilà le vrai problème. Donc, on ne peut pas se baser dessus pour affirmer que ça marche. Moi, il faut se méfier. On n'a rien contre... Moi, je n'ai rien contre le traitement traditionnel ou ceci, pour peu qu'on ait quelques garanties de ce que ça offre. Mais personnellement, je n'ai pas connaissance d'un traitement traditionnel, de l'AVC en tout cas, qui soit efficace. Et vous l'avez montré les chiffres, l'AVC c'est partout dans le monde. Si ça se soignait en Côte d'Ivoire, on le saurait. D'ailleurs, les Blancs allaient venir même chercher. Mais les chiffres qu'on a sont les mêmes partout.
pense qu'il faut être prudent vis-à-vis de ça. Moi, je ne vais pas recommander ça à un patient. Je dis, va là-bas, on fait si ça marche. Je n'ai aucune preuve que ce soit le truc.